Bonjour à tous. Bonjour à tous. Grégoire Libert, dirigeant du cabinet de conseil Humanio, spécialisé dans la transformation des directions financières et aussi dans le recrutement de profils financiers. Aujourd'hui, je vais avoir l'honneur d'animer cette table ronde pour répondre au sujet de la digitalisation du recrutement dans les métiers de la finance. On a la chance d'avoir un panel de très bonne qualité, bien entendu, mais aussi hétérogène. L'objectif de cette table ronde, c'est de vous lister les complémentarités des différences de digitalisation en fonction des situations adressées. Et mes collègues et confrères vont vous l'expliquer. Cette table ronde, qu'est-ce que c'est? C'est 3 acteurs du recrutement des métiers de la finance. C'est 3 acteurs différents dans leur taille, dans leur positionnement et dans leur manière d'opérer. Et donc, c'est 3 mondes différents. Donc, après cette session, normalement, vous devriez tout savoir sur la digitalisation des métiers du recrutement dans les métiers de la finance. Je vais présenter tout d'abord les sociétés, puis je laisserai les interlocuteurs se présenter. Vendôme Associés, donc c'est un cabinet de chasse de tête et de conseil RH spécialisé dans les services financiers depuis 35 ans. Et du coup, ils interviennent auprès des banques et des assureurs, ainsi qu'auprès des fonds de private equity, d'asset managers et de banques privées. Et du coup, c'est un cabinet qui est a priori hyper successful. Et donc, je vais laisser Corinne se présenter. Donc en effet, Vendôme Associés, c'est un cabinet d'executive search dans le monde de la finance. Pour certains d'entre nous, on a à peu près 7 associés en executive search et on a également des senior advisors ou des coachs, mais on est une équipe d'une quinzaine de personnes. Pour certains d'entre nous, nous sommes même des anciens banquiers, donc ce sont des métiers qu'on connaît extrêmement bien. Et puis nous intervenons en majeur sur des managers, sur des cadres dirigeants ou sur des experts, en effet très pointus. Voilà. Merci Corinne. Maintenant, on va passer à Finstart, juste à ma gauche. Finstart, c'est la première plateforme dédiée aux freelances en finance. Elle anime cette communauté de financiers grâce à sa plateforme dédiée et à son équipe d'experts. Finstart, qu'est-ce que c'est? C'est plus de 4000 consultants, plus de 20 entreprises du CAC 40. C'est une croissance à 3 chiffres avec un rachat récent de Finance Libre. Pour mieux en parler, je vais laisser Grégoire Corcos. Ok. Bonjour à tous. Donc en effet, Finstart, c'est une plateforme qui met en relation des consultants en finance avec des entreprises. Et entre les deux, on intègre également les cabinets de conseil qui peuvent venir chez nous pour sourcer des profils complémentaires et compléter leurs équipes. Mais également, on est capable de staffer les équipes qui sont en intercontrat dans les cabinets de conseil. Donc on travaille en effet avec beaucoup de grands groupes. On a une très forte compétence en banque et assurance. On existe depuis 3 ans et on a un développement assez fort, et vous verrez qu'on est un peu hybride finalement entre ce que fait Vendôme et Associés et entre ce que fait Malte. Merci Grégoire. Donc Grégoire, cofondateur et CEO de Finstart. Et enfin, tout à ma gauche, Malte, donc marketplace réunissant plus de 550 000 freelances qui mettent leurs compétences au service de plus de 77 000 entreprises, donc un acteur majeur du recrutement dans les métiers de la finance. Et pour mieux en parler, je vais laisser Olivier Valin se présenter. Bonjour à tous. Donc effectivement, merci pour l'intro. Donc Malte, leader européen du freelancing. On fait le matching effectivement on a aussi une cible CAC 40, mais pas seulement, aussi des petites et moyennes entreprises, avec une communauté de maintenant 600 000 personnes. On a effectivement une spécialisation sur les métiers de la stratégie et de la finance, c'est le lancement aujourd'hui, donc c'est Malte Stratégie si vous voulez passer sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, ravi de tous vous rencontrer. Et donc pour ma part, Olivier Valin, et je suis directeur commercial France. Merci Olivier. Je confirme, pour Malte Stratégie, j'ai reçu un email aujourd'hui, une notification sur ce sujet. Merci à toi. On va adresser 6-7 questions pour avoir une vue complète de la digitalisation du recrutement dans les métiers de la finance. Chacun va répondre à son tour pour qu'on ait vraiment toutes les nuances sur ce sujet. La première question, c'est pour votre entreprise, en quoi consiste la digitalisation? Quelles sont les technologies utilisées? On va laisser Grégoire commencer. D'accord. Donc chez Finstart, on est, comme on le disait, on est une plateforme. Donc qui dit plateforme dit digitalisation, mais on n'est pas 100% digital. On est sur des métiers financiers, donc qui sont des métiers complexes, où les consultants viennent parce qu'ils viennent dans une entreprise avec un côté intuitu personné, et donc il y a besoin d'un côté humain qui est quand même important. Donc sur la digitalisation, on a toute la partie inscription avec l'upload de CV et une lecture automatique des profils pour pouvoir s'inscrire rapidement. Derrière, on a une identification des compétences. Et puis, les clients, lorsqu'ils déposent un besoin ou quand ils font les recherches, il y a un scoring qui permet d'identifier les profils. Mais derrière, on a une partie humaine pour pouvoir qualifier la personne et qualifier la mission.
Donc on est vraiment hybride entre les deux. Ça marche. Et plus ou moins hybride en fonction de à qui on se compare. Je vais laisser Corinne justement répondre à cette question. En quoi consiste la digitalisation dans le cabinet Vendôme et Associés? En fait, chez Vendôme Associés, on a une digitalisation qui est, j'allais dire, à plusieurs étapes d'un processus de recrutement. Bien évidemment, notamment la partie identification, où il y a plusieurs outils, qui de CRM, qui de réseaux sociaux, qui d'Internet, vont permettre d'avoir la meilleure identification possible et l'approche la plus fine. Il se trouve que nous, on est sur certains métiers très spécialisés. Hein. On a la chance de ne pas être un généraliste qui embrasse l'ensemble des secteurs, ce qui veut dire qu'on a une connaissance très fine dans nos outils de CRM et des équipes, de l'évolution de ces équipes, ce qui veut dire aussi que ça nous permet d'enrichir ces bases digitales. Il y a, comme une grande partie en executive search, il y a l'adéquation des personnalités par rapport au contexte entreprise. Il peut y avoir une autre forme également de digitalisation puisqu'au final, le choix se fait sur des soft skills, hein, quand on a exclusivement des personnes compétentes, qu'on va évidemment présenter aux clients. C'est éventuellement, si c'est demandé, le fait d'avoir recours à certains outils d'assessment un peu particuliers, assez sophistiqués même, qui permettent d'avoir, au-delà des points forts ou des leviers motivationnels, les dérailleurs possibles, voilà, comment on creuse dans les personnalités. Donc, en fait, au gré du process, il y a ces sujets de digitalisation avec des outils qui sont assez variés, qui sont régulièrement renouvelés, parce qu'on s'aperçoit que la digitalisation RH, ça fait longtemps quand même, hein, maintenant que la profession se digitalise. Et donc, quelque part, on reste quand même en majeur sur le processus de décision et d'approfondissement sur un process qui est humain. Merci Corinne. On va laisser Olivier. Oui, la digitalisation pour Malte, la vision qu'avaient nos fondateurs là-bas, c'était la capacité à pouvoir donner aux gens le pouvoir d'avoir le choix. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ça part déjà d'une vitrine, d'un CV digital. Et donc effectivement, chaque freelance, quand il s'inscrit sur Malte, il a déjà un CV qui va visible de tous. C'est une marketplace qui est ouverte. Donc par rapport aux technologies, on a un fonctionnement de marketplace. C'est vraiment un look and feel à la Airbnb. Pour ceux qui connaissent Vincent Huguet, notre fondateur, il était un peu obsédé par Airbnb, donc ça se ressent un peu sur le site. Ensuite, on a effectivement du machine learning. Donc, on a un algorithme apprenant qui apprend au fur et à mesure des recherches. On a des centaines de milliers de recherches tous les jours sur la plateforme. Et ça, c'est nourri aussi par la base des CV qui remontaient. Ils mettent à jour leur disponibilité, leurs envies, leurs expertises. Et donc, cet algorithme, il apprend et il nous permet effectivement de faire un scoring très fin. Donc, à chaque fois qu'une requête est envoyée par un client, il va y avoir un score de scoring. Et en quelques secondes, on va analyser les 600 000 CV et on va avoir un score d'affinité. Et là, ça permet effectivement de prendre le relais, et notamment dans les métiers de la finance, parce que je rejoins mes camarades sur les métiers de la finance, c'est un peu particulier. On ne peut pas tout digitaliser. Il y a forcément un dernier kilomètre qu'il faut faire de façon humaine. Mais ça permet de gagner énormément de temps. Et après, les autres éléments de technologie, c'est plutôt une messagerie sécurisée, mais bon, qui n'est pas un élément différenciant technologique, mais qui permet de gagner en vélocité dans le cycle de recrutement, qui est important. Si on parle des gens qui sont bons, il faut qu'on soit rapide. Et enfin, c'est plutôt une capacité à tracer tout ce qui se passe. Et donc, est-ce que les talents, ils ont été bons? Quel niveau de satisfaction? Et comment on peut partager cette donnée dans l'entreprise? Et donc, nous, on essaie effectivement de switcher aussi d'une plateforme très de sourcing à une plateforme collaborative dans l'entreprise pour que la data sur un talent, finalement, elle se perde pas. Voilà. Merci Olivier, je vais te laisser le micro pour compléter. Il y a peut-être des geeks parmi vous, on a besoin de mieux comprendre quelle techno est utilisée, quelle puissance on a besoin, etc. Pour mieux comprendre ce que c'est la digitalisation, on va continuer sur cet aspect technique suite à cette question. Je te laisse répondre à ce point, Olivier. Ouais, alors, je ne sais pas si j'ai toutes les réponses, mais je peux appeler mon CTO en live. Maintenant, effectivement, pour se rendre compte, l'équipe R&D de Malte, c'est à peu près 200 personnes. Donc, on a à peu près 70 personnes au product, 130 personnes à la tech. Donc, pour construire toutes les briques de ce qu'on appelle notre freelance management system, depuis l'endroit par lequel les clients rentrent pour faire leurs recherches, jusqu'à l'algo de matching, jusqu'à l'autre partie de la marketplace, à savoir l'espace pour les freelances, l'app mobile pour qu'ils reçoivent les notifications, qu'ils puissent réagir en live, et ben, ça demande énormément d'investissement.
Et effectivement, c'est un investissement R&D depuis 10 ans et l'algorithme, il est apprenant. Et donc, plus on a de data, plus c'est robuste. Plus on a de data sur les freelances, plus on a de data sur la collaboration entre les clients et les freelances. Et ça devient de plus en plus un modèle véloce. Ouais. Ça marche, merci. On parlera des enjeux de volumétrie juste après. Corinne, si tu veux compléter ou avec Grégoire, peut-être. Disons que par rapport à toutes ces données vient aussi le sujet de la sécurisation des données, parce que ce sont des données extrêmement confidentielles, pour certains, même de très nombreux, avec des éléments de données personnelles, de rémunération, de parcours. Donc il y a une attention spécifique qui est apportée, et je pense qu'encore plus sur des plateformes avec des volumes importants, sur le fait de se dire il y a ces sujets en effet de sécurisation des données sur des sujets plus que sensibles. D'où des schémas technologiques, je pense, en cryptage, etc. En tout cas, c'est ce que nous faisons sur ces technologies-là, de façon à avoir des supports très sécurisés. Ça marche. Merci Corinne. Merci. Donc en effet, nous aussi nous collectons pas mal d'informations sur les consultants, sur les missions. L'idée, c'est en effet d'avoir nos algorithmes qui apprennent et qui soient adaptés à notre secteur financier. Donc tout ce qui est données personnelles et confidentielles est bien sûr totalement crypté du début jusqu'à la fin. Et un point qui est important, c'est le mot de vélocité, parce qu'en effet, chez nous, je vous disais qu'il y avait à la fois de la technologie et de l'humain, et c'est vrai que la technologie aide à être très rapide, parce que du coup, l'humain prend forcément un petit peu de temps, le temps d'échanger et de calibrer les choses avec à la fois le client qui a un besoin d'une mission, et en même temps le consultant, pour être sûr qu'il soit bien adapté à cette mission, sur tous les soft skills, etc. Mais du coup, la vélocité de l'algorithme de matching, c'est vraiment ce qui nous fait gagner beaucoup de temps et qui nous permet d'avoir une pertinence très forte à n'importe quel moment. En quelques secondes, on est capable de savoir qui correspond à quel besoin. Ça marche. Merci à vous. Alors là, on commence à avoir les différences effectivement de curseur entre l'aspect digital et humain, entre l'aspect volumétrie, entre l'aspect rapidité. Il y a aussi d'autres facteurs finalement qui jouent là, c'est le troisième point sur la variation. Est-ce que le niveau de digitalisation varie en fonction des profils finance, en fonction de la seniorité, en fonction de métier? Est-ce qu'il y a une spécificité par rapport à ça, principalement Grégoire et Corinne? Pour démarrer, du coup, en effet, en fonction alors, certains métiers financiers nécessitent plus d'humains que d'autres. C'est-à-dire que si on a besoin de quelque chose de très basique, d'un opérationnel, sur une fonction qui est très claire, très facilement détaillée, très facilement expliquée, l'automatisation va prendre une grande part dans le process de staffing. Plus on va monter dans des métiers qui sont complexes, qui sont rares, qui nécessitent un intuitu personné fort, plus on va devoir réduire la partie d'automatisation et de digitalisation, et on va devoir mettre plus d'humains. Donc la jauge va évoluer en fonction de la complexité du besoin et également en fonction de la data qu'on a. Si c'est un consultant qu'on voudrait staffer chez un client et ça fait 3 ou 4 missions qu'il fait avec nous, on a beaucoup plus de données, donc c'est beaucoup plus simple d'aller vite et d'aller dans de l'automatisation. Lorsque c'est un consultant qui vient de s'inscrire, on va passer aussi un peu plus de temps. Donc je dirais qu'il y a 2 axes, c'est la connaissance qu'on a du consultant, la connaissance qu'on a du client et le degré de compétence demandé pour le staffing. Merci Grégoire, on va laisser Corinne compléter. Alors, ouais, c'est vrai que nous, ça ne dépend pas forcément du style de poste, parce que c'est vrai qu'on est quand même en majeur sur de l'appréciation et de l'assessment humain. Pourquoi ? Parce que par définition, je veux dire... toutes les candidatures pour ces niveaux-là, que ce soit des experts très pointus ou bien des cadres dirigeants, on va déjà, les compétences sont validées. Déjà, on est sur des petits écosystèmes, ce qui permet aussi de connaître les gens, leur réputation quelque part. Le fait de savoir précisément ce qui a été dit, parce qu'on sait bien aussi que si on s'en fie à LinkedIn, vous avez quand même plus de 30% de CV qui sont faux. Donc, faut quand même être assez vigilant sur ces sujets-là. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, moi je trouve, dans notamment les nouveaux outils tels que l'intelligence artificielle générative, c'est la capacité à nous donner des idées, et plus d'idées encore. Je m'explique. En ce moment, vous avez vu, directive européenne, sur tous les DAF, c'est le DAF Day, donc sur tous les DAF aujourd'hui, ou même chez les experts comptables, chez nos Big Four, vous avez l'arrivée du reporting financier. Et puis aujourd'hui, tout le monde cherche des super experts pointus ou des patrons d'équipe qui vont pouvoir modéliser toute la chaîne de valeur bas carbone des entreprises. Évidemment, on n'en a pas assez, c'est clair. Donc si on doit trouver quelqu'un qui justement est capable de faire ça, il faut oser l'inhabituel, il faut sortir des sentiers battus. Et c'est là où éventuellement certains outils
notamment d'IA, peuvent permettre de nous donner encore plus d'idées. Et après, en revanche, vous prenez toujours le même exemple, ok, mais une fois qu'il a modélisé, il a vu ce qui doit se faire, il va y avoir des enjeux énormes de transformation. Est-ce qu'il aura la capacité à convaincre, la capacité en effet à pouvoir travailler en transversal, à monter des projets, etc. Et c'est là où on voit que dans ces cas-là, toute la valeur ajoutée est principalement dans le jugement humain. Donc en fait, cette digitalisation qui existe depuis longtemps, mais qui est en train de s'accélérer avec les outils qui donnent une force de frappe à venir beaucoup plus importante, permettent de monter la valeur ajoutée humaine, en fait. Et à l'image d'autres digitalisations, on l'a vu dans le secteur financier, dans la banque ou l'assurance depuis plus de 20 ans, hein, on s'aperçoit qu'à chaque fois, la valeur ajoutée s'accroît, la valeur ajoutée humaine. C'est exactement ce qui est en train de se passer, en fait, dans le domaine des RH. Donc voilà, ça varie en fonction de certains postes, mais pas tant que ça. C'est plutôt dans la méthode ou l'origination d'idées. Ça marche, merci Corinne. Pour la petite histoire, on s'est retrouvés complètement au hasard avec Corinne autour de cette table. On s'était rencontrés dans une vision antérieure où elle m'avait chassé, d'ailleurs présenté un futur employeur, dont je confirme bien évidemment la partie évaluation et tout ce qui vient d'être dit. J'en suis le premier témoin. Déjà être entrepreneur. Bon. C'était compliqué. Et en fait, oui, l'une des premières conclusions là, par rapport à ce tour de table, c'est qu'on pourrait croire que certains sont 100% tout digitaux et que d'autres 100% pas du tout digitaux. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a des nuances et que les relations humaines, leur niveau d'interaction varie en fonction des différents facteurs qui viennent d'être cités. Je voulais répondre aussi à cette question par rapport aux besoins. À quoi finalement la digitalisation, à quels besoins répond-elle? Alors d'un point de vue dirigeant bien entendu, mais aussi d'un point de vue client. Je voudrais qu'on s'attarde un peu là-dessus en termes de besoins, à la fois pour vous et vos clients. Le besoin, à quel besoin ça répond pour les clients? Oui, tout à fait, ouais. Et vous, la digitalisation, à quels enjeux? Il y a vraiment ces deux facettes. Okay. Ouais. Dans le monde du staffing ou du recrutement, je pense que le premier, c'est la fraîcheur de données. Et effectivement, et je pense que tu l'as bien dit, déjà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies en ligne. Et donc, il y a ce sujet d'avoir un vrai tampon. Donc, nous, je sais qu'on travaille beaucoup sur la e-réputation et la véracité de ces informations. Donc ça, je pense que ça répond à ce besoin de savoir si ces personnes-là, on les connaît bien, si elles ont été vêtées, par qui, par d'anciens patrons, d'anciens chefs, et aussi la fraîcheur de données au sens de disponibilité. Effectivement, c'est difficile d'avoir la bonne disponibilité de quelqu'un pour une mission ou pour un job, et donc nous, on utilise ça aussi pour rafraîchir la donnée, parce que dans le monde du staffing, c'est assez crucial. Donc je pense que ça répond à cet enjeu d'avoir de la bonne donnée, qu'elle soit vraie, et qu'elle soit fraîche d'un point de vue disponibilité, donc ça nous aide énormément dans le staffing. Ok. Pour répondre à ça, je trouve qu'aujourd'hui, dans les directions financières, on est vraiment dans une offre sur mesure. On parlait ce matin de l'offre pléthorique pour la facture électronique. Sur ces deux enjeux-là, j'avais rencontré un CEO qui se proposait de mettre un add-in pour rafraîchir la date de disponibilité sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles il était inscrit. Donc on se rend compte que maintenant, chaque problématique elle peut être adressée par un éditeur de la tech. Merci. Et je donne juste un autre exemple que j'ai eu sur des cas des directions financières. On a aussi des fois, c'est pas forcément aux directions financières, mais c'est arrivé sur ce cas-là, on a aussi des fois des profils assez seniors qui dans l'entreprise ont du temps de bande passante. Et donc là, je suis en train de travailler avec un gros industriel sur un programme plutôt dédié aux seniors, et on utilise notre technologie sur la capacité à avoir de la visibilité sur la disponibilité en temps réel pour que finalement des gens qui sont très experts au sein d'une entreprise, qui peuvent l'apporter à d'autres, finalement ils puissent capitaliser sur ces talents, peut-être à 1/5, 2/5, 3/5, et que finalement que ça contribue. Et ça, c'est assez nouveau, et effectivement, ça contribue à capitaliser sur tous les talents au sein d'une boîte, quoi. Ça marche, merci. Grégoire ? Oui, en effet, pour faire un peu le lien, on a pas mal sur nos plateformes de DAF à temps partagé, par exemple, qui sont en mission 2 jours chez un client et qui ont du coup 2 jours de libre ou 3 jours de libre pour passer chez un autre client. Et donc c'est vrai que cette data, elle est importante, et la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux freelances là-dessus et aux clients, c'est d'être capable de dire, tiens, en fonction de votre budget, finalement, on peut peut-être vous avoir un expert disponible que 3 jours par semaine, qui rentrera dans votre budget, qui sera peut-être plus expert que si vous aviez un plus junior par rapport à votre budget à temps plein. Et du coup, être capable d'avoir les bonnes données des dispos des personnes et de leur temps de libre aussi dans leur planning. Parce que finalement, les plannings peuvent vite changer. Et donc, de savoir qu'on peut avoir tel profil disponible 3 jours par semaine et qui veut compléter son planning, ça peut à la fois jouer sur les taux et en même temps donner satisfaction à la fois aux clients et aux freelances.
Ça marche, merci Grégoire. Un peu avant la fin, on vous laissera poser des questions si vous en avez. Sinon, on avait encore quelques questions optionnelles. Je continue avec la trame et cette fois par rapport aux enjeux. Vous, dans votre entreprise, quels sont vos enjeux en termes de digitalisation? Grégoire, tu as le micro, on va te laisser la main pour ouvrir le bal. Ok, bon, sur la digitalisation, on en a pas mal parlé. On est en progression permanente, notamment un enjeu qui est assez fort, c'est le moteur de recherche, parce qu'on a un outil de scoring, mais on a également le moteur de recherche pour pouvoir être capable de croiser plusieurs données en fonction des missions qui peuvent être complexes. On peut avoir des thématiques, connaître tel outil, mais en même temps travailler en mode projet et en même temps être expert de contrôle de gestion IT et une connaissance dans le secteur des télécoms. Et donc être capable d'avoir un moteur de recherche qu'on repense régulièrement pour croiser le plus d'informations possible et d'avoir à chaque fois des résultats le plus pertinents possible. D'accord. Donc on a une vraie phase de progression pour ceux qui ont pu connaître la plateforme au début, et maintenant on a déjà bien évolué, mais c'est un fil rouge chez nous de développement. D'accord, donc développement du moteur, on est un peu comme dans le monde de la Formule 1. Exactement. Un enjeu majeur. On va laisser Corinne ou Grégoire, comme vous voulez, ou Olivier, pardon. Alors, moi, je pourrais parler des enjeux, il y a bien sûr pour Vendôme Associés, mais également pour tous les DRH ou les Head Talent Acquisition que nous avons l'occasion de rencontrer. Je vois deux styles d'enjeux sur ces sujets de digitalisation ou d'accélération de la digitalisation. Le premier enjeu est quand même un enjeu d'éthique. Parce qu'on sait tous aujourd'hui qu'il y a quand même parfois dans le développement des algorithmes des zones en tout cas d'incertitude ou de compréhension. Donc premièrement, ce qui peut entraîner aussi des biais dans notre métier, éventuellement des risques de discrimination. Et puis il y a ce sujet de sécurisation des data. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez déjà, quand on fait de certains talent acquisition qui ont par exemple organisé, y compris avec des outils pour pouvoir analyser des vidéos, pour pouvoir identifier quels sont les meilleurs CV dans l'adéquation. De la même façon, pour un candidat, si une fois qu'il a bien compris comment fonctionne ChatGPT ou un autre outil d'IA générative, en ayant en plus un petit côté prompt où il n'a même pas à réfléchir pour savoir quelle va être la meilleure idée, quelque part, il va trouver exactement la façon de mener un entretien qui soit le plus en adéquation par rapport au poste. Donc ça veut dire que ça va demander de plus en plus de libre arbitre de la part des personnes qui vont décider. Donc il y a cet enjeu éthique de se dire là aussi, continuons la valeur ajoutée. Et puis quand vous regardez 80% des vidéos et puis qu'il y en a en effet énormément qui sont sortis, comment on gère l'expérience candidat, puisque derrière, en termes de réputation, celui qui s'est pris la peine de préparer son pitch, de faire la vidéo, il n'est même pas rappelé. Donc il y a ce sujet d'attention, parce que parfois, quand vous recevez même... l'outil permet d'identifier 50 CV, il faut aussi s'occuper de ces 50 candidats, même si vous n'en gardez qu'un ou deux. Donc ça, c'est un des sujets. Mais on connaît tous, en effet, ces enjeux. Quand vous avez Sam Altman, qui a quand même fondé OpenAI, qui nous dit faites quand même un petit peu attention là, et à la façon dont ça va se développer et la façon dont on va l'utiliser, je pense quand même que ces enjeux éthiques doivent nous interpeller. Et le deuxième enjeu que je vois, à notre niveau, mais comme au niveau des DRH avec lesquels on travaille, c'est des enjeux de conduite de changement. Parce que quelque part, il faut en effet que toutes ces équipes s'approprient, que ce soit ces nouveaux modèles qui sont très intéressants, moi je trouve, ces nouvelles plateformes, ces nouvelles façons en effet de recruter. Et en même temps, ça crée des craintes en interne, un petit peu comme tous les outils, ce qui est normal. Et ce qui veut dire que pour les managers, justement, parfois qu'on recrute, c'est un nouveau terrain d'expression du leadership. Ça veut dire qu'il faut savoir assurer, il faut savoir embarquer, il va falloir savoir former aussi à tous ces nouveaux outils. Donc voilà, je pense que les deux enjeux que je vois à ce stade, sur cette digitalisation qui se renforce bien, et puis ça va dans le bon sens, c'est ces enjeux d'éthique et ces enjeux de conduite de changement et d'appropriation, je dirais. Ça marche, merci. Oui, sur nos enjeux et demain, d'un point de vue solution, on a plusieurs. Le premier, c'est fluidifier l'expérience client. Et l'expérience de recrutement, ça passe par quoi? C'est-à-dire qu'on essaie de s'ouvrir sur l'écosystème d'outils. C'est-à-dire que pour la majorité de nos grands comptes, ils ont déjà des Workday, des Coupa, d'Evalua. Donc Malte investit fortement sur le fait de s'ouvrir à cet écosystème,
intégrer typiquement la page employeur Welcome to the Jungle de Thales dans notre espace pour que finalement, quand un freelance il veut découvrir Thales, qu'il n'a pas besoin d'aller sur 10 sites et qu'il voit déjà le contenu de Welcome to the Jungle au sein de Malte. Ça va renforcer l'attractivité du client final. Donc on travaille sur ce mapping d'écosystème et avec qui on va s'interfacer et monter des API. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est sur les IA génératives. Donc on est en POC avec Google Bard pour voir quels sont les cas d'usage sur toute la chaîne du recrutement où Google Bard va nous permettre d'aller plus loin, que ce soit sur le screening marché pour un besoin pénurique, que ce soit dans l'expérience de staffing pour renforcer encore l'algorithme de matching. Donc on a ce POC-là et c'est assez prometteur jusqu'ici. Donc on le suit. Et le dernier enjeu est plutôt sur la dimension collaborative de la plateforme. Un recrutement, c'est jamais un chemin entre deux personnes individuelles. C'est souvent un sport collectif au sein de l'entreprise. Et toujours pour gagner en vélocité, on investit sur cette dimension collaborative pour que 4-5 personnes au sein d'une entreprise puissent jouer ensemble sur la plateforme pour recruter une seule et même personne. Et ça permet effectivement d'avoir de la traçabilité, de la donnée qui se suit et ça fluidifie le parcours de recrutement. Merci. Je vais te laisser le micro parce qu'en fait, il y a une question qui me vient qu'on n'avait pas listée dans la préparation. Mais à vous écouter, je me demande si finalement, vous, en tant qu'acteur du recrutement, d'expert du recrutement, traitant la volumétrie que vous traitez de manière généraliste ou sur des niches, est-ce que finalement, grâce à vos algorithmes, vous ne devenez pas un peu market maker? Est-ce que finalement, c'est pas vous qui dites, tiens, c'est plutôt tel candidat, etc. Donc market maker, qu'est-ce que vous répondez à ça, Olivier? Et parce que tu vois un risque. Je n'ai pas dit que je voyais un risque, je me pose la question. Non, je ne sais pas si on est market maker, mais effectivement, on a un rôle d'influence aussi vis-à-vis des freelances, parce qu'on voit les centaines de milliers de recherches de la part des entreprises. Donc on sert un peu d'observatoire, et quand on screen les freelances quand ils s'inscrivent, si on voit qu'effectivement ils s'inscrivent sur des expertises qui sont complètement dans les choux et qui ne sont pas dans l'air du temps, on se permet de leur dire là je pense que tu as besoin d'une petite formation là-dessus, qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc dans ce sens-là, effectivement, on va venir influencer le marché et faire ensemble de maximiser la rencontre entre l'offre et la demande. Conseil avisé donc. C'est un conseil avisé. Après, le juge de paix, ça reste l'évolution des technologies, l'évolution des méthodes, et c'est ça qui drive, je pense, le marché aussi, quoi. Ça marche. Corinne, Grégoire, sur le côté market maker? Forcément, on est dans une posture de conseil. D'ailleurs, des deux côtés, que ce soit vis-à-vis du client ou vis-à-vis du candidat, parce qu'on les challenge aussi. Mais à la fin, c'est évidemment eux qui décident. Mais quand il y a une shortlist de 2, qui elle-même résulte d'une shortlist peut-être de 4-5, à un moment, on donne forcément notre avis. Alors donc, c'est plus, je rejoins, c'est plus de l'influence. Mais c'est pas nous qui décidons, c'est bien l'entreprise. Par contre, c'est sûr qu'on a un impact, certainement. Ça marche. Dans ce market maker, nous, le prisme, c'est qu'on n'ira jamais essayer d'influencer un freelance sur son TJM. D'accord. C'est son choix, la façon. Est-ce qu'il veut travailler à temps plein, 4 jours par semaine? C'est pas notre rôle. Et là-dessus, c'est le pouvoir d'avoir le choix, ça veut dire ça pour eux. Ils définissent leurs règles. Et après, est-ce que ça rencontre la demande? C'est le but du jeu. Mais en tout cas, à travers la marketplace que verte, ils peuvent voir un petit peu, se comparer aux autres. Donc, dans ce sens-là, ils ont accès à plus d'infos. Mais ça reste eux les maîtres. Voilà. Ok, très bien. Puis nous, c'est pareil, je veux dire, on reste aussi assez libre dans notre parole. C'est-à-dire, c'est un peu notre marque de fabrique. On n'est pas pour faire des clones en série, ça ne nous intéresse absolument pas. Donc, ce qui veut dire qu'on peut être parfois considéré comme un peu clivant, mais de la même façon qu'on challenge nos candidats dans le bon sens du terme pour qu'ils se posent les vraies questions, voilà, on donne aussi notre avis, mais ça reste un avis. Ça marche. Merci beaucoup, Grégoire. En effet, je suis en phase avec ce qui a été dit avant. Finalement, on est là pour conseiller à la fois le client et en même temps le consultant. Donc, notre travail, c'est de faire en sorte que les deux soient satisfaits de démarrer ensemble. Donc, pour ça, on a une connaissance client qui peut être autre que simplement ce qui est écrit dans la mission et ce que l'algorithme a. Et pareil pour le consultant. On va avoir des informations sur le consultant, notamment s'il a fait des missions avec nous préalablement. Et si on va avoir un travail d'influence, si par exemple on sait que le client est très stressé, a besoin de quelqu'un plug and play, si le consultant qui va ressortir dans le matching va avoir un bon score, mais que lui a besoin de prendre son temps et n'aime pas démarrer des missions en stress, et bien, par exemple, on va en effet conseiller ou influencer, je ne sais pas quel est le meilleur terme, mais en tout cas, on va suggérer plutôt de regarder une autre mission pour cette personne, et on va suggérer au client de regarder un autre profil. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans les matchings se font dans les deux sens. C'est-à-dire que chez Finstart, on est à la fois capable de dire pour cette mission, le consultant est adapté, et dans l'autre sens, on est capable de dire à un consultant qui a postulé à une autre mission, tiens, mais en fait,
on a détecté qu'il y avait une autre mission qui était peut-être plus adaptée pour toi. Est-ce que tu as 5 minutes pour qu'on t'en parle? Et donc en fait, on est capable de le faire dans les deux sens pour que notre partie conseil soit le plus avisé possible pour que ça marche bien et que tout le monde soit content. Ça marche, merci Grégoire. Bon, il s'avère que je connaissais aussi Grégoire d'une vie antérieure, parce qu'on était aussi, on interférait sur des sujets communs et des missions communes. Merci Grégoire. On va faire un peu de prospection avant de passer aux questions du public, peut-être. Un peu de prospection, donc demain, à moyen long terme, la digitalisation au sein de vos entreprises, qu'est-ce que c'est? On a évoqué vos enjeux, vraiment, comment vous allez vous-même vous transformer pour répondre au marché. Grégoire, tu as le micro, je te laisse commencer. Donc la digitalisation pour les clients. Oui, pour les clients, ouais, tout à fait. D'accord, donc sur un aspect RH, je pense qu'il va y avoir une question globalement de gestion de carrière, puisque finalement les métiers du freelancing se développent beaucoup. Les RH ne sont pas encore tous au fait d'intégrer la gestion de carrière des freelances dans la carrière des entreprises. Oui, tu peux nous rappeler ton expérience en 2013 aussi, voilà, ton constat. Oui, donc, en effet. Moi-même, j'étais salarié pendant un temps, consultant, et ensuite je suis passé freelance en 2013, à une époque où, dans la finance, en tout cas, c'était complètement tabou. Voilà, c'était complètement tabou d'être freelance. Donc j'ai dû faire comme si j'étais salarié d'un cabinet de conseil qui me portait. Voilà, on s'était pas du tout intégré. Et ça commence à se développer. Mais du coup, c'est un enjeu, je pense, pour les clients finaux et notamment pour les directions des ressources humaines, parce que côté conseil, on travaille plutôt avec les directions des achats et les opérationnels. Et les RH sont souvent un peu hors course là-dedans. Et c'est dommage parce que finalement, les freelances il peut y avoir dans les entreprises à la fois des gens qui veulent rester dans cette entreprise et passer freelance, quitter le statut de CDI pour être freelance, et finalement, c'est dommage de passer à côté. Et donc là, il va avoir besoin d'une digitalisation pour être capable de gérer ça. Et en même temps, il peut y avoir des pénuries de recrutement en CDI et finalement des ressources qui peuvent être adaptées. Et donc aller les chercher comme freelance pour compléter des équipes de CDI qui fonctionnent pendant un temps et puis après repasser à un CDI. Et je pense que l'avis des salariés demain, ça va être de faire un swap régulier entre un statut de salarié, un statut de freelance, puis après on repasse salarié, on passera portage salarial, etc. Et donc il va falloir qu'il y ait une digitalisation pour que les RH puissent capter le suivi à la fois des consultants et des salariés, et pas que des salariés comme c'est le fait actuellement. Message au RH donc, pour avoir un peu plus de liens sur les plateformes. Très bien, je voyais Corinne réagir par rapport à ce que disait Grégoire. Par rapport à qu'est-ce que va être la digitalisation demain pour vos clients. Là, on parlait de gestion de carrière. On évoquait en entretien, toi, tout le suivi post-entretien, etc. Est-ce que tu peux compléter justement avec des éléments ? Donc de toute façon, ce qui va être de plus en plus pertinent, c'est d'avoir ce qu'on appelle le career design, hein, c'est-à-dire le fait de voir au long cours, surtout que les carrières sont de plus en plus longues et vont être de plus en plus longues. Sociologiquement, il est évident que les statuts vont être beaucoup plus fluides. C'est sûr qu'en 2013, paraître comme freelance, bon, aujourd'hui, regardez les trentenaires, ça devient d'une banalité totale. Donc il y a eu des évolutions extrêmement structurantes sur ce marché du travail qui vont... aussi dans le bon sens, voilà. Donc, dans le futur, je pense qu'en effet, il faudra rester. Enfin, il y a de tels enjeux aussi et d'attente, d'adéquation, de transformation des métiers. Donc, il y a une partie prospective où aujourd'hui, il est bien trop tôt pour savoir. Je veux dire, je dis pas qu'à chaque jour suffit sa peine, mais déjà savoir sur les quelques années qui viennent comment en effet arriver à bien s'adapter. Et puis, en tout cas, se dire que la digitalisation, comme dans beaucoup d'endroits, ça a été quand même du plus, quelque part. Donc ça a été plus d'opportunités, ça a été plus d'informations, plus de transparence aussi, hein, parce qu'avant, il y a, je sais pas, 15, 20, 30 ans, franchement, les schémas de progression, de nomination, c'était quand même aussi un grand moment. Donc quelque part, ça va plutôt dans le bon sens. Et à chaque fois, on l'a vu, cette valeur ajoutée humaine qui grandit. C'est pour ça que, quand je parlais en effet de cette conduite du changement, de formation, d'adaptation, c'est le mindset aussi de flexibilité qui va être mis à l'épreuve, je pense. Mais si on a ce mindset de flexibilité, l'agilité, il faut prendre ça plutôt comme une chance, je pense, vraiment. Ok, merci. Corinne, Olivier ? Ouais, non, peut-être pour compléter, moi, je prends un peu le contre-pied de la question. Nous, on a un enjeu peut-être un peu moins digital, peut-être.
C'est-à-dire que je rejoins tout ce qu'ont dit mes collègues. La réalité dans un monde où les envies ont beaucoup évolué depuis la période Covid, tout le monde développe de nouvelles envies, de nouveaux projets, et donc il y a un enjeu à la fois effectivement pour les RH de se transformer et de prendre en compte tous les types de populations de travailleurs, ça c'est clair, et ça va passer par une unification des systèmes pour piloter toutes les personnes qui créent de la valeur pour une entreprise, mais aussi effectivement sur le fait d'être plus au contact. Et donc pour nous effectivement, on va dire d'un point de vue techno, je pense qu'on est au point. Mais effectivement, on le voit, c'est ce qu'on fait avec la création de Malt Stratégie. On veut passer d'un modèle généraliste à un modèle multispécialiste. Donc nous, ça va passer par vraiment mieux comprendre les différentes verticales et mieux comprendre les personnes, être à leur contact pour comprendre les envies, ce qu'ils ont envie de faire. Et donc l'enjeu pour nous est plutôt de devenir digital que full digital. D'accord. Digital but human. D'accord. Donc multispécialiste. Digital. Ouais, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans tous les secteurs bancaires en matière de multicanal. Et quand on voit également les jeunes générations, à aucun moment il faut penser qu'ils ont envie de moins de physique ou de moins de conseils. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils sont complètement fluides en matière digitale qu'ils tiennent pas à la même attention. Et au même feedback, et à la limite, je trouve qu'ils sont même plus exigeants. D'accord. Très bien. Et il nous reste quelques minutes. Est-ce que dans l'assistance, vous avez des questions que vous vouliez poser? Très bien. Je vois Lirka. Lirka, je vais te passer le micro. Merci, Alexandre. Lirka, je te laisse te présenter et poser ta question. Ça marche. Bonjour, Lirka Bibezic, BNP Paribas. J'avais une question dans ce contexte post-Covid et avec finalement la généralisation du télétravail. Est-ce que vous observez de fait, est-ce que vous observez une accélération ou une amélioration des processus de recrutement? Première question. Et où est-ce que vous observez peut-être une amélioration finalement dans la recherche des talents, parce qu'on sait bien qu'il y a une vraie pénurie des talents en France, mais pas seulement, grâce finalement à la non-problématique de la géolocalisation des personnes, puisqu'aujourd'hui, c'est plus un problème d'habiter à Reims, d'habiter à Nantes, et de venir travailler de temps en temps à Paris. Je commence. Du coup, sur le process de recrutement, on a l'impression que chez nos clients, ça s'est amélioré, mais ce n'est pas encore complètement transcendant. Il y a encore du progrès à faire, je pense, notamment dans les délais entre les différents entretiens. Un premier entretien, puis le second entretien se passe 3 semaines plus tard. Bon, c'est vrai que ça peut être long pour des candidats, surtout s'ils sont bien. Et du coup, on se retrouve des fois à gérer, d'expliquer au client qu'en fait, il est plus disponible entre-temps, parce qu'un autre a été plus rapide. Et sur l'accès à des talents grâce au télétravail, en effet, ça c'est vraiment quelque chose qui a évolué, mais qui a évolué et qui commence un petit peu à régresser finalement, parce qu'on a une période où il y avait beaucoup de télétravail qui était permis. Et maintenant, on revient dans une période où il y a moins de télétravail permis. Et donc finalement, quand il y avait beaucoup de télétravail, ça avait avantage et inconvénient. C'est-à-dire que l'intégration de l'équipe était plus compliquée. Mais on pouvait en effet accéder à des personnes qui étaient installées à Reims, à Rennes, à Montpellier ou autres. Et le fait que ça disparaisse, ou que ça se réduise en tout cas, réduit aussi l'accès à certains profils. Donc là maintenant, ça va être un bras de fer entre les gens qui sont partis s'installer à Montpellier. Est-ce que, parce qu'ils ont plus de mal à trouver du travail, ils vont revenir sur Paris, ou est-ce que les entreprises vont devoir refaire ce qu'ils faisaient il y a 1 an et accepter plus de télétravail? On a des cas de figure, on a quelques consultants comme ça qui ont démarré à Paris et qui ont gagné la confiance du client. Le client leur a permis de dire « Ok, tu peux t'installer à Montpellier ou tu peux t'installer à Marseille ». Il part s'installer à Marseille, comme la mission est longue. Et du coup, voilà, il démarre son projet de vie à Marseille et puis il peut faire des allers-retours 1 fois par semaine ou 2 fois par mois. Mais voilà, c'est un peu hybride. Merci Grégoire. Corinne? Donc sur le processus de recrutement, clairement, depuis 3 ans, on a ce qu'on appelait un marché de candidats. Donc comme son nom l'indique, c'est le candidat qui décide parce qu'il peut avoir 4 offres en même temps. Et là, les clients, donc les grandes structures ou les plus petites, ont parfois ce décalage de se dire, déjà, ils sont très occupés, donc... Et même si le recrutement est urgent, il y a certainement trop de délais entre les rendez-vous. Donc, c'est aussi notre rôle d'accélérer le processus. Ce marché de candidats est en train de bouger un petit peu, là, en ce moment. Donc, mais il n'en demeure pas moins que sur certains profils, ils sont vraiment très, très, comment dirais-je, sollicités. Donc, sur certaines niches, ça reste toujours. Ce qui veut dire que c'est un effort qui doit être fait au niveau du client, qu'on encourage plus que... C'est quasiment du pilotage, pour arriver, en effet, parce que sinon, ce sont de bons candidats qui sont perdus.
Et le deuxième sujet, alors à distance, il y a eu un effet de balancier. Aujourd'hui, dans la finance, vous avez tous les grands établissements qui font à peu près entre 8 et 10 jours par mois. Dans certains métiers, ils sonnent un peu la sonnette d'alarme. Je parle des fusions-acquisitions et autres banques d'affaires, où là, ils plaisantent de moins en moins. C'est moins d'un jour, voire rien du tout. Mais même si en France, on a vu les dernières statistiques, on n'est pas comme les pays anglo-saxons où il y a eu énormément de télétravail. Mais c'est le retour aussi du collectif, parce que quel va être l'intuitu et l'affectio societatis si vous êtes jamais dans l'entreprise. Donc les entreprises, et notamment pas que les directions RH, les dirigeants, ont tous vu qu'il faut trouver un bon équilibre et que la collaboration, ça entraîne aussi plus de créativité. Voilà. Merci Corinne. Olivier, pour compléter ? Ouais, non, pour finir, parce qu'on a déjà dit plein de choses, mais ouais, il y a eu un avant et un après. En fait, on a gagné beaucoup de temps sur le time to staffing. Nous, c'est le principal KPI sur lequel on est obsédé en interne. Et donc, avant Covid, on était plutôt à 20-22 jours. Là, aujourd'hui, on est time to staffing à 12-13 jours. Donc, ça veut dire que si on enlève les contraintes de se déplacer à chaque fois pour trouver la bonne date, en fait, on arrive à réduire ce time to staffing. Par contre, on en revient un petit peu parce que ça fait plus d'erreurs. Et donc, on oblige les clients à dire non, mais faites au moins un café en physique parce que le culture fit à travers Teams et tous ces outils, ça se sent quand même un petit peu moins. Donc c'est bien parce qu'effectivement, sur peut-être quelques étapes du process, on gagne du temps. Mais à la fin, rien ne remplace un café en physique pour sentir les gens, sentir la chaleur et se dire j'ai envie de bosser avec cette personne. Et donc, je pense qu'il y a eu trop d'erreurs qui ont été faites. Même moi, j'ai recruté des gens à distance pendant le Covid. Et j'ai fait des erreurs. Je sais aussi de quoi je parle moi-même en tant que recruteur. Et donc là, l'enjeu aussi, c'est peut-être d'identifier les étapes sur lesquelles on peut gagner du temps, mais quelques étapes de bien les protéger pour sentir s'il y a fit ou pas culturel, je pense, entre les personnes. J'espère que Claire, ça a répondu à la question. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires dans la salle ? Il y en a une au fond. Très bien. Allons-y. Il nous reste 2-3 minutes. Oui, je vais faire vite et elle n'est pas très drôle. Ouais. Donc, Luciane de AK Partners, j'ai une petite question sur les recrutements, la digitalisation. Vous gérez des milliers, dizaines, centaines de milliers de CV. Quel est l'impact de RGPD ? Très bonne question. On en revient à mes enjeux éthiques. Donc en fait, nous, chasseurs, mais je pense mes petits camarades de jeu identiques, on a une obsession de la RGPD. Déjà, il y a une directive européenne. Et puis, nous, alors on est toujours tenu de garder les données 2 ou 5 ans, puisque la Haute Autorité de protection contre les discriminations, la HALD, nous impose aussi, parce il peut y avoir une attaque sur un recrutement pour discrimination. Donc, l'ensemble des données sont en effet très cryptées. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous donnez et vous envoyez un CV avec des données personnelles à un client, on a tout un processus qui est complètement automatisé pour avoir que le candidat soit prévenu, même si c'est lui qui nous a donné son CV, mais comme le CV quitte la structure à qui il l'a donné. Bon, alors c'est vrai qu'il y a peu de risques dans les cabinets de recrutement puisque on ne vend pas les données, c'est exclusivement pour le sujet qui est propre, puisque les cabinets gardent évidemment précieusement ces données. Mais c'est vrai que ces sujets RGPD peuvent être très sensibles. Si un candidat nous demande de le supprimer du jour au lendemain, on a tout un process en effet pour le supprimer des bases. Donc là, c'est peut-être une problématique différente. Non, c'est assez proche. On a aussi un bouton, enfin les freelances qui sont inscrits ont un bouton pour supprimer leur compte et il est immédiatement supprimé avec toutes les données. Et pareil, lorsqu'on contacte un client et qu'on doit transmettre un profil, c'est pareil, on le fait avec l'accord du consultant. Donc on est assez homogène là-dessus. Ça marche. Le mot de la fin pour terminer sur encore une projection et parler et remercier nos amis qui ont pris du temps pour vous donner, j'espère, une bonne vision de la digitalisation des métiers dans le métier de la finance. Malte demain, cabinet Vendôme demain, Finstart demain, quand on se revoit l'année prochaine au prochain DAFDE ou peut-être encore plus tard. Comment ça s'est transformé en termes de digitalisation ? On parlait de plateforme à côté Olivier. Je vous laisse terminer sur ce mot de la fin. Oui, non, de notre côté, je pense que je vous l'ai un petit peu dit, c'est de réussir à retrouver le bon barycentre entre accompagnement humain et accompagnement digital. Et effectivement, toujours plus de spécialisation. Je pense que c'est ce que veulent les talents. Effectivement, ils veulent avoir des gens qui connaissent leur métier, qui comprennent ce à quoi ils pourraient aspirer en termes de mission, de salaire, d'environnement de travail.
Donc, Malte, dans un an, si on se revoit, on a réussi le lancement de Malte Stratégie. On a plein de consultants, des DAF, des contrôleurs de gestion, des experts comptables qui ont trouvé des clients et qui ont réussi à faire ce match et à s'épanouir. Ouais. D'accord, très bien. Nous, dans un an, on sera toujours aussi bon en matière d'expertise et la capacité à vraiment identifier les compétences clés, notamment ces soft skills, parce qu'on est tous très experts. On a tous vécu aussi, donc c'est intéressant. Et puis, en revanche, moi, je rêve, grâce à l'IA, d'avoir quelques petits plus sur lesquels on est en train de travailler pour identifier dans des équipes, quand il y a des patrons qui bougent, l'activité, etc. Donc, je pense qu'il va y avoir quelques possibilités supplémentaires. Donc, ce sera Vendôme en mieux. Très bien, superbe, je n'en doute pas. Grégoire. Nous, de notre côté, ce sera de travailler, comme vous avez compris, qu'on était hybride, finalement, de poursuivre la digitalisation avec plus d'automatisme, et de meilleurs matching et de meilleurs sourcing, et en même temps, plus d'humain pour mieux connaître encore à la fois nos clients et à la fois nos consultants, pour gagner à la fois en rapidité et en pertinence des profils qui sont proposés. Merci. Donc beaucoup de digital, mais finalement aussi beaucoup d'humain. Je vous propose d'applaudir Grégoire de Corpos de Finstart, Corinne Aurelius de Vendôme Associés et Olivier de Malte. Merci à tous.